Le 31 janvier 1945, dans une cour enneigée de Sainte-Marie-aux-Mines, 12 soldats forment un peloton d'exécution. Devant eux, un homme attaché à un poteau n'avait ni tué, ni pillé, ni violé. J'avais écrit une lettre. Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, alors que la défaite signifiait l'anéantissement de régiments entiers, l'armée américaine avait besoin de plus que d'armes et de munitions. Elle avait besoin d'une obéissance absolue. Et pour le faire respecter, il n'a pas hésité à exécuter ses propres hommes. Jusqu'où l'armée était-elle prête à aller pour maintenir le contrôle? Et pourquoi, parmi des milliers de déserteurs, un seul a-t-il été exécuté? Droit militaire et désertion, la discipline en temps de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a déployé plus de 11 millions de soldats dans le monde, des champs de bataille d'Afrique du Nord aux plages de Normandie, des jungles du Pacifique aux villages enneigés de Belgique. L'effort de guerre exigeait non seulement du courage, mais aussi une structure militaire inébranlable. Dans ce contexte, la désertion ne représentait pas un simple abandon. Cela représentait une menace directe pour l'ensemble du système militaire. Le haut commandement savait qu'une ligne de bataille fracturée par la peur pouvait signifier la perte d'une bataille entière. Et une bataille perdue pourrait plonger une division entière dans le désastre. Ainsi, parmi les ennemis invisibles que les généraux craignaient le plus, il n'y avait pas les chars allemands ou les chasseurs japonais, mais plutôt la faiblesse intérieure, le soldat fuyant le front sans intention de revenir. Entre 1941 et 1945, l'armée a recensé 21 049 cas de désertion. Certains hommes ont disparu au combat, d'autres ne sont tout simplement pas revenus après leur permission. Beaucoup d'entre eux ont fui vers les villes voisines, se sont déguisés en civils ou ont erré jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par la police militaire. Cependant, tous les cas n'ont pas été traités avec la même sévérité. La distinction essentielle résidait dans l'intention. Lorsque l'absence d'un soldat dépassait 30 jours ou qu'il existait des preuves claires qu'il n'avait pas l'intention de revenir, l'accusation de désertion devenait inévitable. Sur les plus de 21 000 déserteurs enregistrés, 2 864 ont été officiellement jugés par une cour martiale générale. Ces tribunaux, équivalents militaires d'un tribunal pénal de haut niveau, avaient le pouvoir d'imposer la peine ultime, la peine de mort. Selon le code de justice militaire en vigueur pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément les articles de guerre de 1920, l'article 58 autorisait l'application de la peine de mort en cas de désertion si celle-ci avait eu lieu en présence de l'ennemi. Il s'agissait de l'accusation la plus grave à laquelle un soldat pouvait faire face en dehors du combat direct. D'autres articles connexes étaient l'article 59 qui réglementait l'abandon de poste et l'article 61 qui traitait des cas de lâcheté au combat. Juridiquement, une distinction était faite entre un soldat AWOL, absent without leave, et un déserteur. Le premier pouvait être absent pour une courte durée ou sans intention claire de ne pas revenir, ce qui entraînait des sanctions administratives ou une arrestation limitée. La deuxième impliquait une absence prolongée accompagnée d'une preuve d'intention de ne pas revenir, ce qui permettait des sanctions pénales plus sévères. Les procès se déroulaient souvent près des lignes de front, dans des installations de fortune, à l'issue d'un processus expéditif visant à examiner les faits, à rendre un jugement et surtout à renforcer la discipline. Une cour martiale générale exigeait la participation d'au moins 5 officiers, bien qu'il soit habituel d'en avoir 7 à 9. La procédure a suivi les dispositions du manuel des cours martiales, version 1943, y compris la mise en accusation, le droit à la défense par l'intermédiaire d'un avocat militaire désigné, la présentation de témoins, le cas échéant, et la délibération sans jury civil. L'ensemble du procès pourrait être achevé en quelques heures, voire en une seule journée, selon la clarté des preuves. La sentence n'était pas automatique, elle nécessitait la confirmation du commandant de division et, dans les cas impliquant la peine de mort, la signature du commandant suprême du théâtre d'opération comme mesure de contrôle institutionnel. Sur les 2864 soldats jugés, 49 ont été condamnés à mort. Ces condamnations n'étaient pas de simples menaces. Il s'agissait de décisions judiciaires signées, examinées et préparées en vue de leur exécution. Cependant, dans l'armée américaine, aucune exécution ne pouvait être effectuée sans l'approbation du commandant suprême du théâtre des opérations.
En Europe, cette responsabilité incombait à Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces expéditionnaires alliées. Des 49 condamnations à mort, une seule a été ratifiée par lui. Le fait qu'un seul déserteur ait été exécuté sur 49 condamnés ne reflète pas une certaine clémence. Au contraire, le message a acquis une plus grande puissance précisément en raison de son caractère exceptionnel. L'exécution d'une seule personne, et ce, de manière légale et irréprochable, était destinée à rester gravée dans la mémoire collective de milliers de personnes. Rien d'autre n'était nécessaire. Un seul suffisait. Les politiques des autres armées durant le même conflit offrent un contraste révélateur. Alors que les États-Unis ont condamné 49 soldats et n'en ont exécuté qu'un seul, l'Allemagne nazie a exécuté plus de 15 000 hommes pour désertion, souvent sans procès équitable. En Union soviétique, les troupes du NKVD étaient autorisées à tirer immédiatement sur les déserteurs. On estime que des dizaines de milliers de soldats soviétiques ont été exécutés pour avoir abandonné leur position. Le Royaume-Uni, en revanche, a commué toutes les condamnations à mort pour désertion, optant pour des peines plus clémentes suite aux controverses générées pendant la Première Guerre mondiale. Dans ce contexte, les États-Unis ont adopté une stratégie de menace contrôlée, envisager la peine maximale, l'appliquer dans un cas emblématique, mais faire comprendre que cela pourrait se reproduire. Après la fin du conflit, le ministère de la Guerre a créé le Conseil de clémence militaire pour examiner les procès et les peines prononcées pendant la guerre. Sur plus de 27 000 cours martiales générales, environ 85% ont abouti à une réduction ou à une commutation de peine. Le critère d'après-guerre était clairement établi. En temps de paix, la peine capitale devait être réservée exclusivement aux crimes impliquant des dommages physiques irréversibles, tels que le meurtre, le viol ou la trahison. La désertion, bien que grave, devrait être punie d'emprisonnement et non de mort. Ce critère consolidait une politique déjà appliquée de facto au front: recourir aux menaces, ne pas recourir au pelotonnage et réserver les punitions extrêmes uniquement à des cas exceptionnels. Casier judiciaire d'Eddie Slovic. Détroit, année 1920. Une ville industrielle en pleine expansion, alimentée par l'immigration polonaise, italienne, allemande et africaine. Dans ce melting pot urbain, le 18 février 1920, naît Edward Donald Slovic dans une famille ouvrière d'origine polonaise. Dès son plus jeune âge, sa vie est marquée par la pauvreté, les conflits avec les autorités et la petite délinquance. Tout au long de sa jeunesse, son nom apparaîtra à plusieurs reprises dans les dossiers de police, les rapports judiciaires et les registres des prisons de l'État du Michigan. Eddie Slovic n'avait que 12 ans lorsqu'il a été arrêté pour la première fois. L'incident s'est produit lorsqu'il s'est introduit dans une fonderie avec d'autres garçons du quartier pour voler des chutes de laiton. Il n'y a pas eu de violence ni de confrontation avec les employés ou la police, mais le crime était clair. Introduction par effraction avec intention de voler. Il a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat pour mineurs. La peine n'impliquait pas de peine de prison, mais elle a été inscrite dans son casier judiciaire. Cet épisode, loin d'être un incident isolé, marque le début d'une série continue d'arrestations. Entre 1932 et 1937, Slovic fut arrêté à plusieurs reprises pour des délits mineurs: vol de pièces mécaniques, vandalisme, trouble à l'ordre public et résistance à l'arrestation. Un schéma commun existait dans toutes ces arrestations: des actes impulsifs, sans aucune planification élaborée, commis aux côtés d'autres jeunes dans des quartiers industriels défavorisés. Il n'y avait pas d'armes, il n'y a pas eu de victimes graves, mais c'est la répétition du comportement qui a retenu l'attention du système judiciaire. En octobre 1937, à l'âge de 17 ans, Slovic fut jugé comme un adulte pour plusieurs délits combinés: tentative de vol, résistance à l'arrestation et évasion. Il a été condamné à une peine de prison et envoyé dans un établissement correctionnel de l'État. À cette époque, Slovic était interné à la prison d'État de Jackson, l'une des prisons les plus grandes et les plus peuplées du pays dans les années 30, située à l'ouest de Détroit. Il était connu pour héberger des jeunes ayant commis des délits récidivistes non violents. Il a également purgé une partie de sa peine à la Detroit House of Correction, une prison locale spécialisée dans les délits mineurs et les centres de réforme à court terme. Ces deux institutions étaient communes aux adolescents et aux jeunes adultes issus de milieux ouvriers marginaux,
sans lien avec les réseaux criminels organisés. Selon les registres de la prison, Slowik n'a eu aucun incident disciplinaire majeur pendant son incarcération. Son casier judiciaire comprenait déjà au moins 5 arrestations officielles et de multiples avertissements du système judiciaire pour mineurs. Il resta en prison pendant près d'1 an avant d'être libéré sur parole en septembre 1938. Pendant quelques mois, il sembla se distancer des activités criminelles, mais cette apparente stabilité fut brisée le 1er janvier 1939. Cette nuit-là, lui et 3 amis volèrent une voiture, la conduisirent en état d'ébriété et finirent par la percuter contre un poteau téléphonique. Ils ont été arrêtés quelques minutes plus tard par la police locale. L'affaire a été portée devant le tribunal et, ayant violé sa probation, Slowik a été renvoyé en prison. Cette fois, il purgea une peine plus longue, jusqu'à la mi-1942. Au total, entre 1937 et 1942, il a passé plus de 4 ans enfermé dans diverses institutions du Michigan. Durant cette période, il a appris des métiers de base comme la plomberie et la mécanique, mais son casier judiciaire a continué de s'allonger. À sa sortie de prison en 1942, Slowik trouva un emploi dans une petite entreprise de plomberie. Il s'installe à Dearborn, une ville industrielle près de Détroit. Il y rencontre Antoinette Wisniewski, une jeune femme également d'origine polonaise, qu'il épouse en novembre de la même année. Pendant quelques mois, sa vie semble prendre un cours différent. Il travaillait comme assistant plombier, évitant les ennuis et maintenant une routine stable. Cependant, même si son comportement avait changé, son casier judiciaire continuait de déterminer son avenir. À cette époque, les États-Unis étaient plongés dans la guerre et le système de recrutement classait les hommes en catégories. Les personnes ayant un casier judiciaire lourd étaient automatiquement classées comme moralement inéligibles au service militaire. Slowik a été classé 4F, ce qui signifie inapte pour des raisons morales. En 1942, plus de 1 800 000 d'hommes en âge de porter les armes avaient été classés 4F pour des raisons physiques, mentales ou morales. Cependant, à partir du milieu de l'année 1943, la pression croissante pour combler les pertes sur les fronts européens et pacifiques a conduit le Selective Service Board à examiner des centaines de milliers de dossiers. Le cas de Slowik n'était pas isolé. Entre juillet 1943 et janvier 1944, plus de 150 000 hommes auparavant exclus furent reclassés en un A et envoyés en formation accélérée. Ces mesures faisaient partie d'une politique d'urgence nationale approuvée par le ministère de la Guerre. Alors que le conflit en Europe s'intensifiait, l'armée américaine commença à faire face à une pénurie progressive de personnel. Notamment suite à la campagne d'Italie et aux préparatifs du débarquement en France, le besoin d'hommes oblige les autorités à revoir les critères d'éligibilité. En novembre 1943, le Michigan State Draft Board a examiné le dossier de Slowik. Malgré son casier judiciaire, ils ont conclu qu'il n'avait aucun problème physique ou mental et que sa conduite depuis 1942 n'avait pas donné lieu à d'autres arrestations. Il a été reclassé en un A, apte au service actif. Ce changement de classification était courant à cette époque. Des dizaines de milliers d'hommes ayant des casiers judiciaires mineurs étaient reclassés afin de pouvoir être envoyés au front. La pression pour combler les lacunes était intense et les divisions nouvellement formées avaient un besoin urgent de personnel. Slowik a été appelé en janvier 1944. Après avoir rejoint l'armée, il a été envoyé au centre de formation de Fort George G. Meade dans le Maryland. Durant sa formation de base, ses instructeurs et ses officiers supérieurs ont eu accès à son casier judiciaire, qui comprenait ses condamnations de 1937 et 1939. Bien que cela ne l'ait pas empêché de s'engager dans l'armée, cela a généré une certaine méfiance. Il était courant que les soldats ayant un passé criminel soient surveillés de plus près par leurs officiers. On leur confiait rarement des rôles à responsabilité et ils n'étaient presque jamais promus. Ils étaient souvent affectés comme remplaçants de l'infanterie, envoyés pour combler les postes vacants dans les unités qui avaient déjà subi des pertes. Au cours de la même période, l'armée américaine a mis en œuvre une politique non officielle consistant à affecter d'anciens détenus à des unités d'infanterie lourde ou à des rôles de remplacement à haut risque. Ces soldats, bien qu'admis légalement, n'étaient pas éligibles à une promotion, à des transferts volontaires ou à des rôles techniques spécialisés.
On estime qu'au moins 30 000 anciens détenus furent envoyés au front dans ces conditions, la plupart d'entre eux rejoignant des divisions à fort taux de mortalité comme les 28e, 29e et 90e. Slovík, affecté comme remplaçant au sein du 109e régiment, s'intégrait parfaitement dans ce modèle logistique de l'armée. Slovík fut affecté à la 28e division d'infanterie, une unité se préparant à être déployée en France après le débarquement de Normandie. En août 1944, son unité est transportée en Europe. À partir de ce moment, la phase finale de sa brève carrière militaire allait commencer. Déploiement en France, la route de la désertion. Août 1944. Les forces américaines progressent à travers l'Europe nouvellement libérée après le débarquement de Normandie. La France, encore marquée par 4 années d'occupation nazie, est devenue un champ de bataille chaotique et meurtrier. Dans ce contexte débarque Edward D. Slovík, un soldat remplaçant récemment arrivé des États-Unis. Sa mission, le 109e régiment d'infanterie, faisant partie de la 28e division. Le 109e régiment opérait à l'est d'Elbeuf, en Haute-Normandie, dans le cadre de l'avancée qui suivit le débarquement de Normandie, jour J. Fin août 1944, les troupes de la 28e division traversent des zones rurales dévastées par les combats, avec des villages vides, des voies ferrées détruites et des champs de mines. Durant cette phase du retrait allemand vers l'est, le régiment est confronté à des bombardements dispersés, à des embuscades et à des tireurs d'élite positionnés dans des zones boisées. Entre août et octobre 1944, la 28e division a subi plus de 1200 pertes confirmées, dont des morts, des blessés et des disparus, ce qui a accéléré le renouvellement des remplaçants et créé un environnement de fragilité structurelle et de désorganisation interne. En remplacement, Slovík faisait partie d'un système de rotation conçu pour couvrir les pertes des unités déjà déployées. Ces hommes arrivaient directement au front sans connaître leurs camarades ni leurs officiers, une situation qui générait isolement et vulnérabilité psychologique. La réalité du combat était loin de l'image idéalisée de la guerre. Au lieu de camaraderie et d'objectifs communs, ils ont trouvé le chaos, l'étrangeté et la peur. L'automne 1944 en Normandie fut particulièrement rude. Les pluies constantes transformaient les routes en marécages, ralentissant les mouvements des troupes et provoquant des embouteillages et des chutes constantes dans la boue. Les températures ont chuté brutalement pendant la nuit et la plupart des soldats manquaient de vêtements adéquats, ce qui a entraîné des milliers de cas de gelures légères et de pneumonie sur tout le front. Les rations alimentaires, appelées MRE, ou repas prêts à manger, étaient souvent maigres et les remplaçants recevaient des restes ou étaient envoyés sans complément complet. Le bruit de l'artillerie, les bombardements nocturnes et la menace des mines cachées maintenaient les nouveaux soldats dans un état d'alerte constant. Dans cet environnement, la désorientation des nouveaux arrivants était constante et n'était pas nécessairement considérée comme un acte d'insubordination, mais plutôt comme une conséquence attendue du système logistique déficient. Contrairement aux armées britanniques ou soviétiques qui faisaient tourner des unités entières pour maintenir la cohésion et le moral, l'armée américaine utilisait un système de remplacement individuel. Dans ce modèle, des soldats comme Slovík étaient envoyés seuls ou en petits groupes pour renforcer les compagnies en service actif, sans avoir été préalablement entraînés avec elles. Cette pratique, conçue pour maintenir les unités opérationnelles sans perturber la chaîne de commandement, a provoqué des dysfonctionnements importants. Les remplaçants manquaient de compréhension de la dynamique interne, généraient de la méfiance parmi les vétérans et avaient peu de possibilités d'adaptation rapide. Dans des secteurs comme le 109e régiment, les remplaçants représentaient jusqu'à 35% du total des effectifs actifs en septembre 1944, ce qui multipliait les cas de désorientation, d'erreurs logistiques et d'absences involontaires. La 28e division opérait dans la région d'Elbeuf, au sud de Rouen, lors d'une phase d'avancée vers l'est. Lors de son mouvement initial vers la ligne de combat, le convoi a été touché par des tirs d'artillerie allemands lors d'une attaque nocturne. Les explosions ont perturbé la formation et semé la confusion parmi les nouveaux arrivants. Au milieu du bombardement, Slovík et un autre soldat, John Tankey, se sont séparés de la colonne principale.
Désorientés, les deux hommes errèrent jusqu'à ce qu'ils trouvent une position contrôlée par la police militaire canadienne. Ils ont expliqué leur situation comme une séparation involontaire lors de l'attaque. Les Canadiens ne les considéraient pas comme des déserteurs, mais plutôt comme des errants, et les incorporaient temporairement à leur unité pour des tâches logistiques. Ils sont restés sous protection canadienne pendant 6 semaines complètes. Dans ce secteur du front, les unités de la police militaire canadienne opéraient aux côtés des troupes américaines, principalement dans le cadre de tâches de contrôle logistique et de sécurité du périmètre. Il n'était pas rare que des soldats désorientés, comme Slovic et Tankey, soient récupérés par des contingents alliés autres que leur unité d'origine. Le protocole dans ces cas-là consistait à vérifier leur identité, à leur fournir une assistance temporaire et à informer leur régiment pour un réenrôlement officiel. Pendant ce temps, les soldats se voyaient confier des tâches auxiliaires, comme la cuisine, le transport ou la protection des fournitures. Dans le cas de Slovic, son séjour de 6 semaines avec les Canadiens n'était ni irrégulier ni suspect selon les normes de la campagne. Des dizaines de cas similaires se sont produits sans entraîner de sanctions, précisément en raison du chaos opérationnel et d'un manque de communication entre les unités. Le 7 octobre 1944, les Canadiens organisent leur retour au sein du 109e régiment américain. À leur retour, la chaîne de commandement n'a pas porté plainte contre eux. Les séparations temporaires au cours des opérations de combat étaient un phénomène fréquent sur le front européen et étaient rarement considérées comme des désertions formelles. Cependant, le même jour, après sa réintégration, Slovic a demandé une audience avec son commandant. Cette conversation a marqué un tournant dans sa carrière militaire. Avec une franchise inhabituelle, il a déclaré qu'il n'était pas prêt au combat, qu'il éprouvait une peur incontrôlable et que s'il était renvoyé dans une unité de première ligne, il s'enfuirait. Le capitaine l'a averti des graves conséquences d'une telle décision, lui expliquant qu'il pourrait être traduit devant un tribunal militaire pour désertion en zone de combat. Malgré l'avertissement sévère, Slovic n'a pas changé sa position. Il n'a pas demandé d'évaluation médicale ni d'aide psychologique. L'officier, comme il n'y avait pas encore d'acte de désertion consommé, ordonna simplement son incorporation au poste assigné dans la compagnie G. Le lendemain matin, alors que l'unité se préparait à bouger, Slovic exécuta son plan. Il n'a pas pris sa position dans la formation. Au lieu de marcher en avant avec sa compagnie, il marcha délibérément dans la direction opposée. Il a parcouru plus de 10 kilomètres loin des lignes de front, traversant des villages français récemment libérés, jusqu'à ce qu'il rencontre un cuisinier appartenant au 112e régiment d'infanterie. Lors de sa comparution devant ce soldat, Slovic lui a remis un document manuscrit qui allait changer son destin à jamais. Il s'agissait d'une confession dans laquelle il reconnaissait sa désertion et exprimait son refus de retourner au combat. Par cet acte, consciemment ou inconsciemment, Slovic a franchi une ligne qui le séparait de milliers d'autres déserteurs. Il a laissé la preuve écrite et signée de son abandon volontaire du devoir. La note signée, la confession qui a scellé son destin. Le matin du 9 octobre 1944, un cuisinier du 112e régiment d'infanterie reçoit une lettre qui restera dans l'histoire de la justice militaire américaine. Le document, écrit au crayon sur du papier de cahier, avec une orthographe rudimentaire mais un message sans équivoque, serait la preuve centrale dans l'un des cas les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Cette lettre, signée par Edward Donald Slovic, n'a pas été écrite sous la contrainte ou en réponse à un interrogatoire. C'est une confession volontaire qui le conduira à devenir le seul soldat américain exécuté pour désertion depuis la guerre civile. Son texte disait « Moi, soldat Eddie D. Slovic, matricule 36 889 415, j'avoue avoir déserté l'armée américaine. Au moment de ma désertion, nous étions à Elbeuf, en France. Je suis allé à Elbeuf en remplacement. Ils bombardèrent la ville et nous avons reçu l'ordre de nous retrancher pour la nuit. Le lendemain matin, nous avons été de nouveau bombardés. J'étais si effrayé, nerveux et tremblant que lorsque les autres remplaçants sont partis, je n'ai pas pu bouger. Je suis resté là jusqu'au calme. Ensuite, je suis allé en ville à pied. Je n'ai vu aucun soldat américain. J'ai donc passé la nuit dans un hôpital français. Le lendemain, je me suis rendu au corps de police militaire canadien. Après 6 semaines passées avec eux, ils m'ont remis aux Américains. Ils m'ont libéré. J'ai raconté mon histoire à mon commandant.
Je lui ai dit que si je devais retourner au front, je m'enfuirais. Il m'a répondu qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Alors je me suis enfui à nouveau et je recommencerai si je dois y retourner. Le texte était sans fioriture. Il ne contenait aucune plainte ni justification élaborée. Il s'agit de la confession directe d'un soldat qui a ouvertement déclaré son refus de retourner au combat. Le cuisinier a remis la note à un sergent qui a consulté un lieutenant. En quelques heures, Slovic fut amené devant le capitaine Vincent Himmel qui lui proposa une solution. Il pouvait déchirer la note, retourner dans son unité et éviter de graves conséquences. Slovic a refusé. L'affaire a été transmise au lieutenant-colonel Henry Sommer du corps des juges avocats de l'armée. Conscient de la gravité potentielle de l'affaire, Sommer convoqua Slovic pour une conversation privée au cours de laquelle il expliqua que la désertion dans une zone de guerre était un crime capital passible de la peine de mort. Pour s'assurer qu'il comprenait pleinement les implications, il lui a demandé de rédiger une deuxième déclaration reconnaissant qu'il comprenait les conséquences de ses aveux. Slovic a pris le verso du document original et a écrit qu'il comprenait qu'il remettait un document compromettant, mais qu'il ne voulait toujours pas retourner au front. Il a signé à nouveau, excluant toute possibilité de plaider l'ignorance quant aux conséquences. Même alors, Sommer a fait une dernière tentative pour résoudre la situation sans passer par une cour martiale. Il lui a proposé un transfert dans un autre régiment d'infanterie où personne ne connaîtrait son dossier. Il lui a promis une seconde chance, sans représailles ni accusation, s'il retournait volontairement au service. Slovic a de nouveau refusé, déclarant qu'il préférait être jugé et accepter sa punition plutôt que de retourner au combat. Son attitude, selon les témoins, était tout à fait rationnelle et calme. Après avoir épuisé toutes les voies de conciliation, le lieutenant-colonel Sommer ordonna son arrestation formelle pour désertion en vertu de l'article 58 du Code de justice militaire. Ce qui rendait ce cas extraordinaire n'était pas la désertion elle-même, mais la confession écrite volontaire et le refus persistant de se rétracter alors que de multiples occasions lui étaient offertes. Dans toute la campagne européenne, jusqu'à ce moment-là, il n'y a eu aucun autre cas documenté d'un soldat qui aurait avoué sa désertion par écrit, sans contrainte, et qui aurait ensuite refusé à plusieurs reprises de retirer ses preuves. Cette singularité a transformé l'affaire en un dilemme stratégique pour le haut commandement militaire. La justice militaire, le procès que personne n'a arrêté. Le 11 novembre 1944, alors que le front occidental se prépare à affronter le rude hiver européen, un procès extraordinaire se tient dans la ville de Röttgen, sur un territoire allemand nouvellement occupé. Un tribunal militaire composé de 9 officiers de l'armée américaine s'est réuni pour juger le soldat Slovic qui a été officiellement accusé de désertion en temps de guerre. La composition du tribunal répondait avant tout à des critères logistiques. Comme la 28e division était en combat actif, le panel était composé d'officiers administratifs et logistiques d'autres unités. Le procès fut présidé par un colonel d'infanterie, avec le capitaine John Green comme procureur et le capitaine Edward Woods comme responsable de la défense. L'accusation officielle était « désertion volontaire en temps de guerre, en présence de l'ennemi », en vertu de l'article 58 du Code de justice militaire qui prévoyait la peine de mort. La preuve principale était incontestable. Les aveux écrits et signés de l'accusé lui-même, renforcés par le témoignage des officiers qui avaient proposé d'abandonner les charges. Au cours du bref procès, qui n'a duré qu'1 heure et demie, Slovic est resté complètement silencieux. Il n'a pas témoigné pour sa défense, ni nié les faits. Son avocat n'a pas appelé de témoins ni présenté d'arguments techniques. La stratégie consistait à rester complètement passif en attendant que la peine maximale soit commuée en prison, comme cela s'était produit dans tous les cas similaires jusqu'alors. La délibération du tribunal a été brève, le verdict unanime, coupable, sans recommandation de clémence. La sentence, la peine de mort par peloton d'exécution. Ce qui rendait ce cas unique était son caractère exceptionnel dans le contexte de la politique disciplinaire américaine. Tout au long de la guerre, bien que des milliers de personnes aient été jugées pour désertion et que des dizaines aient été condamnées à mort, Slovic fut le seul à être exécuté. Cette distinction est due à une combinaison unique de facteurs juridiques, temporels et stratégiques. Chaque condamnation à mort nécessitait l'approbation hiérarchique du commandant de division et, en dernier ressort, du général Eisenhower en tant que commandant suprême.
Le major-général Norman Cotta, commandant de la 28e division, a confirmé la décision le 27 novembre, arguant qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour endiguer la vague croissante de désertion qui menaçait la préparation opérationnelle des unités au combat. L'affaire parvint sur le bureau d'Eisenhower en décembre 1944, coïncidant avec les préparatifs de la contre-offensive allemande dans les Ardennes. Des rapports ont indiqué une augmentation inquiétante des taux de désertion parmi les unités d'infanterie soumises à des combats prolongés. Dans ce contexte critique, la lettre de Slovic acquiert une valeur symbolique particulière. Elle représente un défi ouvert qui pourrait saper la discipline à un moment décisif. Le 23 décembre, Eisenhower signa la confirmation d'exécution, rejetant la clémence qu'il avait accordée dans tous les cas précédents. La décision d'exécuter uniquement Slovic était fondée sur des critères à la fois juridiques et stratégiques. Dans d'autres cas similaires, les tribunaux de révision avaient pris en compte des facteurs atténuants tels que des troubles psychologiques, des remords ou des conditions de combat extrêmes. Certains soldats ont bénéficié d'une commutation de peine après avoir démontré un stress de combat sévère ou après avoir présenté des rapports médicaux favorables. Dans le cas de Slovic, ses antécédents criminels, bien que non mentionnés officiellement comme raison, ont probablement influencé la perception de son caractère et de sa discipline. Encore plus décisive fut l'extraordinaire clarté des preuves. Une confession écrite, consciemment réaffirmée, et un refus persistant d'accepter de multiples possibilités de réinsertion. Le moment historique s'est également avéré crucial. L'exécution fut décidée lors des préparatifs de la bataille des Ardennes, alors que le haut commandement cherchait à renforcer la discipline dans ses rangs. Dans ce contexte, Slovic est devenu l'exemple dont la stratégie militaire avait besoin. Le message retentissant adressé aux milliers de soldats qui pourraient envisager d'abandonner leur poste pendant l'offensive hivernale critique. Contrairement à d'autres condamnés, Slovic n'a pas bénéficié d'interventions actives de la part d'officiers en sa faveur, ni d'évaluations médicales révélant des troubles psychologiques. Son cas a réuni ce que l'on pourrait appeler une tempête parfaite de facteurs défavorables qui ont fait de lui le seul parmi des milliers à être fusillé. La discipline d'acier, la seule exécution de l'armée américaine. Le matin du 31 janvier 1945, dans la petite ville française de Sainte-Marie-aux-Mines, eut lieu la seule exécution pour désertion de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Les températures étaient inférieures à zéro, la neige recouvrait les toits et les rues étaient désertes lorsque Eddie D. Slovic, 24 ans, a été conduit vers sa destination finale. Le décor choisi était l'arrière-cour d'une maison réquisitionnée par l'armée dont le mur de pierre assurait une intimité totale. Au centre de la cour, un poteau en bois de 15 cm de large attendait le condamné. L'exécution serait supervisée par le commandant du 109e régiment auquel Slovic avait brièvement appartenu. Quelques minutes avant 10 heures, Slovic a été sorti de sa cellule. Il portait un uniforme dépouillé d'insignes et de boutons métalliques, suivant la tradition militaire de séparer le condamné de son identité de soldat. À cause du froid extrême, ils l'ont recouvert d'une couverture de tente. Un aumônier militaire catholique l'accompagna durant le court voyage, lui offrant les derniers sacrements. Selon des témoins présents, Slovic a répondu calmement « Père, priez pour moi là-haut. Je prierai pour que vous ne veniez pas trop tôt. » Il n'a montré aucune résistance lorsque deux préposés l'ont conduit au poste et l'ont attaché avec des sangles de cuir sur sa poitrine, son abdomen et ses cuisses. Pour éviter que son corps ne s'effondre sous les balles, un crochet métallique a été installé sur son dos, ancré au poteau. Finalement, un soldat lui a placé une cagoule noire sur la tête. Slovic n'a pas demandé de dernier mot ni d'écrire une dernière lettre. Le peloton était composé de 12 soldats du 109e régiment, sélectionnés par leurs supérieurs. Chacun a reçu un fusil M1 Garand avec une seule cartouche. 11 d'entre eux contenaient des munitions réelles et un à blanc, bien que personne ne sache lequel contenait des munitions inertes, une tradition destinée à apaiser la conscience des auteurs. À 10h04, l'officier a donné l'ordre. « Prêt, visez, tirez !» Le téléchargement a été simultané. Le corps de Slovic a été touché 11 fois, dont 4 mettant sa vie en danger. À l'épaule gauche, à la poitrine, au haut de l'abdomen et au cou. Cependant, il n'est pas mort instantanément.
Le médecin a enregistré les signes vitaux pendant environ 15 minutes avant de finalement certifier son décès à 10h19. Son corps fut enveloppé dans une bâche militaire et transporté au cimetière militaire américain d'Oazen, où il fut enterré dans la section E, une zone séparée réservée aux soldats exécutés pour des crimes graves. Sa tombe n'a reçu aucune croix blanche ni insigne, seulement une marque avec son numéro d'identification 36 886 415. Dans cette même section reposaient 95 autres soldats américains, exécutés pour des crimes tels que le meurtre ou le viol. Le nom de Slovic et les circonstances de sa mort sont restés secrets pendant des années. Aucune annonce officielle n'a été faite aux troupes, même si le message a circulé discrètement. Un homme a été fusillé pour désertion. Dans les jours qui suivirent, plusieurs commandants signalèrent une diminution notable des tentatives de désertion, particulièrement critique durant la phase finale de la bataille des Ardennes, lorsque les troupes alliées furent confrontées non seulement à l'ennemi, mais aussi à des conditions météorologiques extrêmes qui causèrent de nombreuses victimes dues aux engelures. Son épouse, Antoinette Slovic, n'a reçu que de vagues notifications de sa mort dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est qu'en 1954, avec la publication du livre de William Bradford Huy, L'exécution du soldat Slovic, que le public américain et la veuve elle-même ont appris tous les détails de l'affaire. Pendant des années, Antoinette a essayé d'obtenir des prestations en tant que veuve d'anciens combattants et une pension, mais elles ont été refusées en raison de la nature de la condamnation. Jusqu'à sa mort en 1979, elle s'est battue sans succès pour obtenir une grâce présidentielle posthume pour son mari. En 1987, les restes d'Eddie Slovic ont finalement été exhumés et rapatriés aux États-Unis. Il a été enterré à côté de sa femme au cimetière Woodmere de Détroit, avec une simple pierre tombale indiquant son nom, les dates et son grade militaire, sans aucune mention des circonstances de sa mort. L'affaire Slovic représente une intersection unique dans l'histoire militaire américaine. Le point exact où le pouvoir disciplinaire à son extrême rencontre la vulnérabilité humaine face aux horreurs de la guerre. Son exécution, considérée dans une perspective historique, continue de soulever des questions sur la proportionnalité de la punition et les limites éthiques du devoir militaire en temps de conflit. Les 48 autres, ceux qui ont survécu au verdict final. Dans les mêmes tranchées où Slovic combattait, des dizaines de milliers de soldats étaient confrontés au même dilemme moral, faire leur devoir ou céder à la peur naturelle de la mort imminente. Des milliers de personnes ont déserté. Et parmi eux, 48 ont reçu la même peine que Slovic, mais ont eu plus de chance. Leurs histoires moins connues, mais tout aussi révélatrices, révèlent les nuances complexes de la justice militaire en temps de guerre. Ces 48 hommes constituaient un groupe hétérogène. Ils venaient de différentes divisions, infanterie, artillerie, corps blindés. Certains étaient des récidivistes, avec de multiples tentatives d'évasion. D'autres avaient commis une désertion aggravée par des actes supplémentaires, vol de fournitures militaires, falsification de documents ou désertion au cours d'un combat actif. Plusieurs d'entre eux présentaient des profils psychologiques complexes, avec des traumatismes antérieurs ou des troubles de la personnalité. Ce qui les unissait, c'était simplement la sentence. Ils avaient tous été condamnés à mort pour désertion. Un cas représentatif est celui d'un soldat du 5e régiment qui a déserté 3 fois consécutives pendant la campagne d'Italie. Après sa 3e évasion, il fut capturé par la police militaire et jugé sommairement. Le tribunal l'a condamné à mort, mais un psychiatre militaire lui a diagnostiqué un grave syndrome de stress post-traumatique, arguant que ses évasions étaient une réponse pathologique à un combat prolongé. Sa peine a été commuée en détention dans un hôpital militaire. Un autre cas concerne un soldat d'artillerie qui, à la veille de l'opération Market Garden, s'est tiré une balle dans le pied pour éviter de participer à l'offensive. Il a été jugé pour automutilation et désertion et a été condamné à mort. Cependant, après l'intervention de son commandant, qui a fait valoir que le soldat avait servi avec distinction pendant 2 ans, sa peine a été réduite à 25 ans de travaux forcés. Après la guerre, cette peine fut à nouveau revue et réduite à 10 ans. Les raisons des commutations varient selon les circonstances individuelles, mais peuvent être classées en plusieurs modèles identifiables. Les antécédents de service étaient un facteur déterminant,
Ceux qui avaient reçu des décorations ou des mentions honorables étaient plus susceptibles de bénéficier de la clémence. L'intervention des officiers supérieurs a également été cruciale. Si un commandant demandait personnellement une révision d'une peine, il obtenait souvent l'autorisation. Les facteurs médicaux ont joué un rôle décisif dans de nombreux cas, contrairement à la Première Guerre mondiale où les diagnostics psychiatriques étaient rudimentaires. Les médecins militaires de la Seconde Guerre mondiale avaient développé une compréhension plus sophistiquée du choc de combat, aujourd'hui connu sous le nom de trouble de stress post-traumatique. Les soldats présentant des symptômes reconnaissables, insomnie chronique, tremblements incontrôlables, épisodes dissociatifs, recevaient fréquemment des évaluations médicales qui recommandaient un traitement plutôt qu'une punition. Les circonstances particulières de la désertion ont également influencé la révision des peines. Abandonner son poste pendant une période de calme relatif était considéré comme plus grave que de le faire après des semaines de combats intenses. Les évasions de groupe ont été jugées plus sévèrement que les cas individuels. La désertion planifiée était moins susceptible d'être tolérée que les actes impulsifs. Il y avait également des facteurs sociaux et culturels qui, bien que non reflétés formellement dans les dossiers, ont influencé les décisions. Les soldats ayant des familles à charge, en particulier avec de jeunes enfants, étaient plus susceptibles de bénéficier de la clémence. Les personnes ayant suivi un enseignement supérieur ou ayant exercé des professions antérieures respectées, médecins, avocats, enseignants, avaient tendance à bénéficier d'une disposition favorable de la part des tribunaux de révision. Le moment historique de la condamnation a également été déterminant. À mesure que la guerre progressait vers sa conclusion, en particulier après la capitulation allemande en mai 1945, les peines en suspens furent systématiquement revues sur une base plus clémente. La victoire des Alliés a permis aux considérations humanitaires de commencer à prévaloir sur les besoins tactiques du maintien d'une discipline de fer. Un cas particulièrement révélateur concernait 3 soldats de la 3e division qui avaient déserté pendant la campagne de Sicile. Condamnés à mort, en septembre 1943, ils sont restés dans le couloir de la mort pendant plus d'1 an, le temps que leur dossier soit examiné par divers organes. Après le jour J, alors que la victoire alliée se profilait, leurs peines furent commuées en 30 ans de prison. En 1950, pendant la période d'après-guerre, tous les 3 furent graciés et libérés. Le contraste avec le cas slovène est révélateur. Les 48 autres condamnés ont réussi, grâce à diverses circonstances, à éviter l'exécution. Certains avaient des officiers qui intercédaient activement en leur faveur, d'autres ont bénéficié de diagnostics médicaux opportuns. Beaucoup d'entre eux ont simplement eu la chance de voir leur cas examiné à un moment où les politiques disciplinaires étaient assouplies. Slovík, en revanche, était confronté à une tempête parfaite de facteurs défavorables, un casier judiciaire antérieur, des aveux écrits non contestés, l'absence d'officiers disposés à intervenir, la coïncidence d'un moment critique, la bataille des Ardennes, où le haut commandement cherchait à renforcer la discipline, et une attitude interprétée comme provocatrice. Le sort de ces 48 hommes après la guerre fut divers. La plupart ont purgé des peines réduites dans des prisons militaires telles que Fort Leavenworth ou la prison navale de Portsmouth. Avec l'arrivée de la période d'après-guerre, de nombreuses personnes ont bénéficié de grâces partielles ou totales au cours des années 50 et 60. Certains sont retournés à la vie civile, tentant de se réintégrer dans une société qui célébrait les vétérans, mais ignorait ceux ayant des antécédents problématiques. D'autres sont restés institutionnalisés, passant des prisons militaires aux pénitenciers fédéraux, en particulier ceux dont les désertions avaient été accompagnées d'autres crimes graves. Le contraste entre ces 48 cas et celui de Slovík soulève de profondes questions sur la nature de la justice militaire, la discrétion dans l'application de peines extrêmes et l'équilibre délicat entre la nécessité de maintenir la discipline et le respect de la vie humaine, même dans les circonstances les plus extrêmes d'une guerre mondiale. Alors qu'Eddy Slovík reposait dans une tombe anonyme en France, ces 48 hommes continuaient de vivre, portant avec eux le fardeau d'avoir été à 2 doigts de partager son sort. Leurs histoires moins connues, mais tout aussi significatives, complètent le tableau de la manière dont le système militaire américain a géré l'un des plus anciens dilemmes de la guerre. Que faire de ceux qui, confrontés aux horreurs du combat, choisissent de fuir?
La plupart de ces hommes ont vécu assez longtemps pour voir comment les attitudes sociales envers la désertion ont évolué. Pendant la guerre du Vietnam, la désertion a cessé d'être universellement considérée comme un acte de lâcheté et a été, dans certains cercles, considérée comme une forme de protestation politique ou de résistance morale. Les mouvements pacifistes des années 1960 et 1070 ont commencé à remettre en question la dureté historique avec laquelle les déserteurs avaient été traités. Ce changement dans la perception du public a culminé en 1977, lorsque le président Jimmy Carter a accordé l'amnistie aux transfuges du Vietnam. Il s'agissait d'une reconnaissance implicite que la peur, une crise de conscience ou l'opposition à une guerre spécifique pouvaient être des raisons compréhensibles pour quitter le service militaire, une concession qui arrivait trop tard pour Eddie Slovic, exécuté 32 ans plus tôt, mais qui reflétait une évolution significative dans la compréhension de la complexité humaine face à la guerre. Mais alors que ces déserteurs parvenaient à commuer leur peine pour des raisons médicales, tactiques ou administratives, l'armée américaine tolérait une réalité encore plus inconfortable. L'existence de soldats qui avaient commis des crimes de guerre documentés, viols, meurtres de prisonniers, pillages, mais qui n'avaient jamais été jugés ni exécutés. L'affaire Eddie Slovic est la seule où la machine judiciaire a été menée avec une précision extrême. Dans d'autres, le silence, l'omission ou la protection hiérarchique ont été choisis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au moins 443 soldats américains ont été condamnés à mort pour des crimes autres que la désertion, principalement le viol et le meurtre. Parmi ces peines, 96 ont été effectivement exécutés. Les autres ont été commués. Mais au-delà de ces chiffres, des milliers de crimes commis par les troupes américaines contre des civils ennemis n'ont jamais été jugés. Sur le théâtre européen, il existe des preuves de viols collectifs commis par des soldats lors de l'avancée à travers la France, la Belgique et l'Allemagne. Certains ont été signalés par des maires locaux, d'autres par des aumôniers militaires. Dans la plupart des cas, la réponse institutionnelle a été minimale, mutation administrative ou expulsion de l'armée sans inculpation pénale. En Normandie, plusieurs rapports internes de la police militaire ont fait état d'abus sexuels dans les semaines qui ont suivi le jour J. Un document du commandement suprême allié, daté de juillet 1944, mettait en garde contre un modèle croissant de comportement criminel contre la population civile qui nécessite une attention immédiate. Pourtant, seule une fraction de ces affaires a fait l'objet de poursuites officielles. Les victimes, pour la plupart des femmes rurales, ne parlaient pas anglais, n'avaient pas de représentation juridique et étaient contraintes de ne pas porter plainte. En Allemagne, les chiffres étaient encore plus graves. À la fin de l'année 1945, le Bureau des services stratégiques, OSS, et le Bureau du juge-avocat général de l'armée ont reçu plus de 450 rapports de crimes contre des civils commis par les troupes alliées, dont beaucoup ont été classés faute de preuves, même s'il y avait des témoins. Le cas des prisonniers de guerre allemands exécutés sans procès offre également un contraste brutal. Dans plusieurs campagnes, notamment en Sicile, en Normandie et dans les Ardennes, il existe des témoignages d'unités américaines tirant sur des soldats ennemis qui s'étaient rendus par crainte de représailles ou de représailles pures et simples. Certains officiers ont admis ces exécutions dans des rapports confidentiels, dans le cadre du chaos des combats. La plupart de ces incidents ont été dissimulés ou réinterprétés comme des morts au combat et n'ont donné lieu à aucune poursuite officielle. En revanche, le procès de Slovic a été juridiquement impeccable. Il a bénéficié d'une défense désignée, a signé volontairement ses aveux, a été informé des conséquences et a maintenu sa position. Il n'a commis aucun acte de violence, n'a blessé aucun civil ni aucun militaire, n'a détruit aucun bien et n'a compromis aucune opération. Il a simplement refusé de se battre. Et il l'a fait par écrit. C'est cette transparence qui, paradoxalement, a scellé sa conviction. Pourquoi Slovic a-t-il été exécuté et pas tant d'autres dont les actes étaient objectivement plus graves? La réponse se trouve dans le domaine opérationnel. Son exécution ne répondait pas à la proportionnalité du crime, mais à son utilité tactique. En décembre 1944, les taux de désertion augmentaient, en particulier dans les unités d'infanterie soumises à des conditions climatiques extrêmes. Les commandants avaient besoin d'un exemple immédiat. Slovic était le candidat idéal. Il n'avait pas d'alliés internes, pas de décoration, ne montrait aucun signe de maladie mentale et, plus important encore,
il ne cachait pas sa décision. Pendant ce temps, les soldats ayant des antécédents de violence ou de crimes majeurs bénéficiaient de réseaux de protection hiérarchique, de collègues prêts à les couvrir ou simplement du bénéfice de l'anonymat. Slovic a cependant signé son propre jugement en soumettant sa note écrite. Il était visible, isolé et remplaçable. Plusieurs historiens militaires ont souligné que l'exécution de Slovic était un procédé symbolique et non un acte de justice équilibré. Selon l'historien William Manchester, Slovic n'est pas mort pour ce qu'il a fait, mais pour ce que d'autres auraient pu faire si on ne leur avait pas montré ce qui se passerait. Même au sein de l'armée, certains officiers remettaient en question ce choix en privé. L'un d'eux, cité anonymement dans une note interne de 1946, écrivait « Combien d'assassins avions-nous qui n'ont pas été touchés? Et nous en avons tué un qui avait seulement écrit qu'il avait peur ?» L'affaire Slovic, mise en parallèle avec les crimes impunis du même conflit, révèle une logique de justice plus fonctionnelle que morale. Il n'était pas le seul condamné, ni le seul lâche, mais il était le seul à correspondre parfaitement au modèle de l'exemple disciplinaire nécessaire. Cette combinaison de légalité technique, de contexte stratégique et de visibilité administrative explique pourquoi il est mort tandis que d'autres, plus coupables, ont survécu. Son histoire reflète donc non seulement la rigidité du code de la guerre, mais aussi les priorités sélectives d'une armée en guerre. Punir là où c'était facile, utile et opportun.